Le 1er mai 2023, un petit avion monomoteur s'est écrasé au cœur de la jungle colombienne, entraînant la mort du pilote et de la mère de 4 enfants, obligeant ainsi les jeunes frères et sœurs à survivre par leurs propres moyens pendant plus de 30 jours et 30 nuits. Pour s'orienter dans cet environnement jungleux hostile, l'armée colombienne s'est associée aux peuples autochtones locaux, qui connaissaient parfaitement le terrain, dans le but de retrouver les enfants avant qu'ils ne succombent à la famine ou à quelque chose de bien pire. Plus de 100 unités militaires ont été déployées sur la zone du crash. Des mégaphones furent utilisés et des tracts furent largués par hélicoptère au-dessus des arbres, exhortant les enfants à ne pas bouger, les avertissant que les équipes de recherche et de sauvetage étaient en chemin pour les secourir. Après un mois de recherche, les équipes de secours militaires ont été relevées et évacuées. Cependant, les peuples autochtones locaux ont refusé d'abandonner et ont poursuivi leurs recherches. En dernier recours, un chaman de la tribu a ingéré l'ayahuasca, un breuvage psychédélique, afin d'accéder à un état de conscience élargi pour localiser les enfants disparus. Le lendemain, les enfants ont été retrouvés en suivant les indications visionnaires du chaman. Cette histoire, qui a fait la une du monde entier, a inspiré le documentaire Netflix intitulé The Lost Children. Le film a généré près de 8 millions de vues la première semaine, se hissant à la 2e place du top 10 mondial de Netflix pour les films non anglophones en 2024. Bien que le sauvetage de ces enfants fût sans aucun doute miraculeux, la question qui demeure en suspens est tout simplement: comment ? L'ayahuasca est surtout connu comme le breuvage chamanique qui a attiré les Occidentaux dans la jungle amazonienne pour vivre des expériences visionnaires intenses. Dans certains cas, ce breuvage est parvenu jusqu'aux États-Unis, déclenchant un engouement fulgurant pour cette concoction spirituelle. Ce liquide sacré est composé de différentes plantes contenant des composés psychédéliques appelés DMT, ainsi que l'armine, une bêta-carboline. L'association de la DMT et de l'armine offre une expérience puissante qui dure des heures, que beaucoup décrivent comme des voyages transcendantaux et transformateurs de vie. Fait intéressant, avant d'être nommée armine, cette substance chimique était connue sous le nom de télépatine en raison des qualités quasiment télépathiques qu'elle engendrait lors des expériences en groupe. La télépathie est possible avec l'ayahuasca, ce n'est pas rare. Ça arrive tout le temps, les gens ont des hallucinations de groupe, des visions de groupe. La recherche révèle des changements nets dans l'activité et la communication cérébrale d'une personne, avant et après l'expérience. Les ondes cérébrales décrivent l'activité électrique du cerveau selon l'état de conscience d'une personne. Elles sont classées des ondes delta les plus lentes, mesurées pendant le sommeil sans rêve, jusqu'aux ondes bêta, observées pendant les heures d'éveil normales consacrées à des tâches. Les ondes gamma sont l'activité électrique cérébrale la plus rapide, observée durant les périodes de perception élevée et de concentration maximale. Plusieurs études ont montré que l'ayahuasca induit de manière constante une activité significative d'ondes gamma. Il semble exister une corrélation manifeste entre cette activité des ondes gamma et la valeur thérapeutique considérable de la boisson sur des affections telles que l'addiction, la dépression et l'anxiété, fait largement documenté dans la littérature scientifique. Un point intéressant à noter est que le corps humain produit aussi naturellement cette même combinaison de substances chimiques, le DMT et l'armine. C'est assez mystérieux en soi, c'est presque comme si les êtres humains possédaient une forme endogène d'ayahuasca en eux-mêmes.
C'est intéressant. L'ayahuasca est une préparation de DMT et nous en avons tous dans le corps. Et le DMT est quelque chose qui est libéré, par exemple, lors d'expériences de mort imminente. Et elle est appelée la molécule de l'esprit par Rick Strassman, qui a écrit tout un livre à ce propos. Et ce qui est particulièrement fascinant, c'est de constater que toutes ces cultures indigènes ont découvert que certaines plantes les transportent vers des états où ils accèdent à l'information directement depuis ce que l'on pourrait appeler le champ informationnel. Vous savez, la noosphère autour de la Terre. Vous savez, on a une biosphère et on a une noosphère, donc ce champ d'information. Et ils utilisent cette information à toutes sortes de fins, mais le chaman, bien sûr, va souvent l'utiliser pour la guérison. Ils sont désireux de comprendre ce que cette plante réalise, n'est-ce pas? Et ils décrivent en fait que la plante elle-même leur révélera ses secrets. Et donc, de la même manière, elle peut aussi nous donner d'autres informations. La question est, quelle question posez-vous quand vous entrez dans cet état modifié? Quelle est votre intention? Une étude menée en 2019 et publiée dans la prestigieuse revue Nature Scientific Reports a généré des données indiquant que, sur des modèles animaux vivants, les niveaux de DMT augmentaient de 600% à la suite d'un arrêt cardiaque. Cependant, des interrogations persistent quant au moment et à la manière dont ces substances chimiques sont régulées à la hausse chez les humains. Nombreux sont ceux qui postulent que le DMT et l'armine pourraient s'élever durant les rêves, lors d'expériences de mort imminente, ou encore potentiellement au cours de pratiques telles que la méditation ou les exercices de respiration. Ce qui est probablement arrivé, c'est qu'il doit y avoir un mécanisme cérébral qui sert d'intermédiaire entre la psychologie et les connexions neuronales du matériel humain, si l'on peut dire, ou les aspects purement physiques de l'être humain, et cela, ce que je suis venu à croire, est un signal non physique. Il doit y avoir une sorte de traduction ou, quel est le mot? Transduction, c'est le terme. Et, vous savez, le principal ingrédient actif de l'ayahuasca est le DMT. Et le DMT pourrait faire partie de ce mécanisme de transduction. Il reste encore beaucoup de recherches avant de pouvoir affirmer quoi que ce soit, mais il est plausible que cela joue un rôle. Quand le chaman prend de l'ayahuasca, il active le DMT, recevant une surdose littérale, n'est-ce pas? Et cela, peut-être, ouvre son esprit à davantage de ces expériences non locales. Cela facilite la transduction, permettant une meilleure saisie du signal et une plus grande réussite pour retrouver les disparus, objets ou personnes. Ce serait, évidemment c'est une hypothèse, mais ce serait ma meilleure estimation de ce qui pourrait se passer et j'adorerais voir des recherches qui pourraient suivre ça un peu mieux que nous ne le faisons maintenant. Bien que purement hypothétique et nécessitant des recherches scientifiques approfondies, cela soulève une question provocatrice. Pourquoi le corps produit-il ces substances chimiques et quels sont leurs effets profonds sur la cognition, l'émotion et même l'éventail complet du potentiel humain? Bien qu'on ne comprenne pas tout à fait comment l'utilisation de l'ayahuasca a aidé à retrouver les enfants disparus, ça ne change pas le fait que c'est arrivé. La question revient simplement à savoir comment. D'autres enfants ont-ils été retrouvés par des moyens non traditionnels? Parfois, la chose la plus insignifiante en apparence peut déclencher un processus qui permet de démêler une affaire et la mener à sa résolution. Pam Coronado a été consultée en tant que détective psychique par plus de 40 agences gouvernementales et privées, y compris le FBI. Elle est certifiée en recherche et sauvetage et se concentre sur les disparus et les affaires classées.
Pam Coronado est une détective psychique professionnelle qui a été présentée dans des séries télévisées telles que Sensing Murder, plus récemment dans le documentaire primé Finding Papa, et elle a même fait des apparitions sur la chaîne d'Oprah Winfrey. La vision à distance est un terme qui a été inventé par les militaires et c'est un processus permettant d'obtenir des informations intuitives concernant une cible en particulier, qui est soit une personne, un lieu, un événement, un objet, tout ce qu'ils veulent savoir sans utiliser vos 5 sens. La vision à distance est donc une compétence qui exploite une faculté humaine sous-jacente que, d'après les recherches, tout le monde possède. C'est la capacité de percevoir et de décrire des cibles, des personnes, des lieux, des événements ou des objets, eux, qui ne sont pas accessibles par leur sens humain habituel. Autrement dit, à cause d'un blindage ou d'une distance d'interposition à l'autre bout de la planète, par exemple eux, ou du temps passé ou futur. Cette vision à distance peut opérer dans le futur comme dans le passé. On parle de vision à distance car l'aspect visuel existe, mais non comme on l'imagine. La vision à distance implique tous les sens. C'est ça l'ironie. On parle d'une perception extrasensorielle, non? Et extrasensorielle signifie en dehors des sens, sans les impliquer. Pourtant, nous semblons vivre une expérience perceptive, sensoriellement informée. Je pense donc que ce qui se passe, c'est que ce signal très subtil, ce signal non local, contourne les sens et active les centres de perception du cerveau, ce qui permet d'avoir ce genre d'expérience. Et c'est une faculté très utile dans toutes sortes d'applications pratiques et elle a été employée de manière très concrète par l'armée pendant une période d'environ 23 ans au total. Dans les années 70, le Stanford Research Institute de Palo Alto, Californie, a initié le projet Stargate, un programme gouvernemental américain axé sur la vision à distance face aux efforts soviétiques durant la guerre froide. En 1974, le SRI publiait une étude sur la transmission d'informations en conditions d'isolement sensoriel dans la prestigieuse revue Nature. Le projet Stargate fut financé à hauteur de 22 millions, se terminant en 1995. Ajusté à l'inflation, cela équivaudrait à plus de 120 millions de dollars aujourd'hui. J'étais un officier du renseignement militaire effectuant mes tâches habituelles et j'ai été initié à la vision à distance par les gens qui s'en occupaient à Fort Meade dans le cadre de ce qui était à l'époque le programme Centerlane. N'ayant jamais combiné les mots « vision » et « à distance », j'ignorais son existence. Ils sont venus m'en parler. Enfin, ils m'ont mis au courant de l'affaire. J'appelle cela mon moment « Men in Black », un peu comme lorsque Tommy Lee Jones a initié Will Smith au programme des Men in Black. Ce fut une véritable révélation. J'ai accepté d'y aller et j'ai fait partie du programme de vision à distance pendant 7 ans avant de revenir au renseignement conventionnel. Dès la fin des années 70, l'université de Princeton menait d'intenses recherches sur la vision à distance au laboratoire PEAR. En 1989, le PEAR avait mené plus de 336 essais. Bien que la vision à distance ait été controversée au sein de la communauté scientifique, des praticiens actuels continuent d'utiliser cette méthode pour localiser des enfants disparus. Je me nomme Pam Coronado et je pratique en tant que détective médiumnique depuis 1996. Des gens ont commencé à me contacter, cherchant mon aide pour leurs proches. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à contacter des spécialistes. J'ai contacté un chercheur en rêve, Alan Vaughan, et il m'a présenté à une femme nommée Beverly Jaggers. Tous deux étaient engagés auprès de l'IRVA, et c'est par leur intermédiaire que j'ai été initié à la vision à distance. C'est ainsi que j'ai découvert ce domaine. Dans l'univers de la vision à distance, dès 2000, j'ai pris la parole aux conférences de l'IRVA. Pour info, c'est l'Association internationale de vision à distance. En 1999, l'Association internationale de vision à distance a été fondée par des scientifiques et des praticiens.
L'objectif était de créer une organisation qui encouragerait la recherche scientifiquement fondée, proposerait des normes éthiques et fournirait des informations éducatives à la communauté de la vision à distance et au grand public. L'IRVA utilise la vision à distance pour retrouver les disparus. Bonjour, je suis Michelle Fried et je suis instructrice en vision à distance. Mon objectif est de faire progresser cette pratique et de l'intégrer pleinement dans la société en faisant en sorte que les gens nous contactent en priorité. Par conséquent, lorsqu'ils travaillent sur des affaires criminelles ou de personnes disparues, je ne veux absolument pas qu'ils fassent appel à nous à la toute dernière minute, en dernier recours. Je souhaite qu'ils nous contactent en premier pour obtenir notre aide. J'ai débuté au sein d'une équipe et j'appréciais de l'appliquer de manière constructive, non pas simplement en se disant « c'est génial », mais en exploitant ses capacités, car je suis convaincue qu'il s'agit bel et bien de compétences. Et une grande partie de la formation que nous faisons, les gens disent que c'est comme un art martial. C'est semblable à un art martial, car il est nécessaire de s'exercer pour s'améliorer. Il s'agit d'acquérir ces aptitudes pour les appliquer dans ma vie quotidienne. Ainsi, assembler tout ça, trouver un but et me sentir bien dans ce que je fais. C'est ainsi que je me suis investie pour aider les gens, car je sentais que les familles ont vraiment besoin de savoir où sont leurs proches. Le domaine de la vision à distance a évolué au fil des décennies, à mesure que les chercheurs et les enseignants explorent les différences techniques dans les manières d'enseigner et d'apprendre la technique. La vision à distance contrôlée est un processus qui se déroule sur papier. C'est une procédure pas à pas que tout un chacun peut apprendre. Nous l'enseignons depuis de très nombreuses années. Ensuite, il existe d'autres formes, et c'est précisément là que cela devient complexe et parfois même déroutant pour les gens. Il y a ce que l'on appelle la vision à distance libre, qui est beaucoup plus proche de la clairvoyance ou d'une capacité similaire. Bonjour. Si vous souhaitez expérimenter concrètement la vision à distance libre, restez avec nous jusqu'à la fin de ce documentaire. Nous vous accompagnerons alors à travers un court exercice d'1 minute afin de vous guider dans ce processus. Maintenant, revenons au film. Tandis que l'affaire des enfants égarés en Colombie a suscité une attention médiatique considérable, Pam Coronado et Michelle Fried collaborent en toute discrétion avec de multiples services de police afin de contribuer à la localisation des personnes portées disparues. Avec combien de services de police avez-vous travaillé? Oh là là! Une centaine. Peut-être 100, c'est pas. C'est beaucoup. J'ai genre 40 écussons à la maison. Alors parfois, je collabore avec les forces de l'ordre et à d'autres moments, ce n'est pas le cas. Mon partenaire et moi, nous enseignions mes cours et nous étions en train d'être certifiés en analyse de déclaration en Oklahoma en collaboration avec le département de police. Ils se montraient extrêmement intrigués par notre travail et m'ont alors sollicité pour élaborer rapidement une présentation pour expliquer la vision à distance. Alors, je me suis retrouvée face à tous ces policiers avec leurs gilets pare-balles, leurs armes, tout l'attirail, et je leur ai donné une brève explication, vous savez, une courte description de ce qu'est la vision à distance, et ils étaient absolument fascinés par ce que nous faisions. Nous avons fait une petite expérience avec eux, un jeu qu'ils ne connaissaient pas. Qu'y a-t-il dans la boîte? Et il faut faire attention, ne dites pas le mot médium aux flics, vous savez. Dites simplement, vous savez, les tripes, votre intuition, votre instinct, ce sont là les termes que nous employons. Et en fin de compte, le chef de police est venu vers nous et a dit « Vous devez absolument revenir et instruire tous les agents de police à cela ». Pour moi, le triomphe résidait dans le fait que la police montrait un intérêt réel. C'est assurément un pas énorme pour la vision à distance. Au printemps 2025, le tout premier hackathon UAP de San Francisco a eu lieu. Ce rassemblement a réuni des visionnaires, des ingénieurs et des scientifiques de premier plan dans le domaine du potentiel humain et de l'innovation.
Parmi les sujets abordés figuraient la science des matériaux, la biologie, la psionique, les systèmes de propulsion futuristes et bien plus encore. La psionique renvoie à l'usage de facultés psychiques pour engendrer des phénomènes paranormaux. Le gagnant dans le domaine de la psionique fut un site web nommé socialrv.com qui se concentre sur le développement d'une plateforme innovante pour la vision à distance. Oui, eh bien, je me nomme Chase et j'ai fondé Social RV, ou Social Remote Viewing, car j'étais originellement un sceptique ouvert d'esprit. J'avais beaucoup lu sur la vision à distance, toutes les études la disaient réelle. Après être tombé dans le terrier du lapin, j'ai constaté l'existence d'une quantité impressionnante de données à ce sujet. J'ai voulu les analyser personnellement. En tant que sceptique ouvert d'esprit, j'ai vu peu d'endroits fiables en ligne pour les obtenir, donc j'ai créé le mien. Grâce à la vision à distance, des personnes ont retrouvé des enfants disparus. Une des techniques qu'ils utilisent consiste à avoir une équipe de plusieurs visionneurs à distance. On leur donne des cibles comme « Quel est le repère le plus remarquable au nord de l'enfant, au sud, à l'est, à l'ouest ?» Ils font quelques sessions, puis ils peuvent lentement trianguler l'endroit où se trouve l'enfant ou l'objet, et ils ont eu du succès en travaillant avec les forces de l'ordre sur ce genre de cas. L'un des objectifs principaux de la plateforme Social RV est de stimuler l'intérêt social pour la vision à distance en offrant des prix hebdomadaires en espèces et en facilitant la recherche concernant les corrélats physiologiques de cette capacité. Fait intéressant, une organisation appelée l'Institut Monroe a lancé une initiative de recherche en 2017 qui se concentre sur la mesure des ondes cérébrales de personnes soumises à une stimulation sonore visant à créer des ondes gamma. Ils ont rapporté que cet entraînement des ondes gamma dans le cerveau améliorait les capacités de vision à distance. À l'automne 2025, Social RV a lancé 2 initiatives de recherche clés sur la plateforme de recherche. Une de ces études analyse des milliers de sessions de vision à distance vérifiées par la blockchain, tandis que le second projet combine l'EEG et la spectroscopie proche infrarouge fonctionnelle pour quantifier l'activité cérébrale sous-jacente lors de sessions de vision à distance précises. Dès qu'on peut établir une corrélation entre les états cérébraux et la vision à distance, ce que nous faisons aussi à Social RV, on peut alors les relier à l'état chimique du cerveau à cet instant et ainsi le comprendre dans sa globalité. Car tous ces divers aspects, qu'il s'agisse du psy, du DMT, du LSD, du non-psy ou de la méditation, ils doivent tous regarder la même chose par des fenêtres différentes. Donc, à mesure que ça se démocratise et que ces différents chercheurs en vase clos prennent conscience de ces autres fenêtres et peuvent commencer à se croiser et à travailler ensemble. Vous savez, pendant une cérémonie d'ayahuasca, un chaman a pu localiser où se trouvait quelqu'un. Qu'il ait fait de la vision à distance ou non, il a usé de la même connexion psychique pour capter des données autrement inaccessibles à ses sens. Il est évident que la vision à distance est employée pour retrouver les personnes disparues. Dans le cas des enfants perdus, l'ayahuasca a été utilisé pour faciliter ce processus. Cependant, rien de tout cela n'est compréhensible selon une perspective scientifique traditionnelle, à moins que notre modèle de la réalité ne soit incomplet. Aujourd'hui, les neuroscientifiques, biologistes et chimistes considèrent majoritairement que la conscience d'une personne se limite aux 5 sens du corps. Cependant, il a été récemment mis en lumière que les humains, tout comme la quasi-totalité des organismes du règne animal, possèdent un sens magnétique. En 2019, le professeur Joseph Kirschvink du California Institute of Technology a publié la première étude sur cette découverte. En 2022, une étude de réplication menée en Corée du Sud a été publiée dans la revue Nature Scientific Reports. De plus, le sens de la proprioception a aussi été récemment mis en évidence, basé sur notre capacité à situer les parties de notre corps dans l'espace. Bonjour, je m'appelle Alec et je suis chercheur postdoctoral au NIH. Nous grandissons tous en apprenant qu'il y a 5 sens, le goût, l'odorat, la vue, l'ouïe et le toucher. Mais il y a aussi un 6e sens, la proprioception, qui nous aide à situer notre corps dans l'espace. Essayez de toucher votre nez les yeux fermés. C'est la proprioception qui vous le permet, car elle vous indique les positions relatives de votre nez et de votre doigt.
Bien qu'il ne soit pas tout à fait évident de savoir comment ces sens émergent pourraient contribuer à la vision à distance, il existe peut-être une relation sous-jacente entre ceux-ci et notre capacité à générer des impressions d'objets lointains. La physique représente l'étude de la matière, de l'énergie et de leurs interactions complexes englobant ainsi tout, des plus minuscules particules subatomiques jusqu'à l'infinie grandeur de l'univers. Les physiciens ont tendance à avoir une perspective différente des scientifiques matérialistes classiques, laissant la porte ouverte au potentiel d'une conscience non locale. La théorie de la réduction objective orchestrée a été développée par le physicien et lauréat du prix Nobel, Roger Penrose, en partenariat avec l'anesthésiste, le docteur Stuart Hameroff. Cette théorie postule que la conscience est le résultat de calculs quantiques dans les microtubules, des structures présentes à l'intérieur des neurones. Elle suggère que les processus quantiques sont orchestrés et que les superpositions quantiques s'effondrent spontanément, intimement liées à des moments de conscience, ouvrant ainsi la voie à la non-localité quantique, et que les microtubules représentent l'interface physique entre le corps et le monde quantique. Les effets quantiques, l'intrication quantique est intrinsèquement non locale, ce qui veut dire qu'elle ne respecte pas la séparation spatiale. Pour en revenir à l'effrayante action à distance d'Einstein, l'intrication. Deux particules sont complémentaires et en superposition. Vous en envoyez une ici, l'autre là, faites une mesure, l'une réagit aussitôt. Instantanément sur le champ. Cela signifie que tout signal devrait dépasser la vitesse de la lumière. Une autre théorie a été proposée par le physicien allemand Joachim Kepler, qui postule que le cerveau agit comme une tête de lecture-écriture sur un champ d'information de fond. Kepler émet l'hypothèse que le cerveau produit un flux de conscience individuelle en modifiant périodiquement un champ de conscience omniprésent appelé le champ de point zéro. C'est un peu comme si le cerveau fonctionnait tel un superordinateur connecté au nuage Internet via une connexion 6G, téléchargeant et transférant des informations de façon constante et sans interruption. Théoriquement, en adoptant un état d'activité cérébrale bien spécifique, une personne pourrait potentiellement accéder à un ensemble d'informations distinct de celui de la conscience habituelle, rendant possible la perception de données en dehors de la bande passante standard. Bien que d'autres études sur la vision à distance soient requises pour saisir les mécanismes d'interaction entre l'activité cérébrale et le champ quantique, et d'autres forces, des résultats concrets semblent émerger selon les antécédents des services de police du monde entier ayant utilisé la vision à distance pour les aider. Avec l'intérêt grandissant pour les neurosciences, la conscience et le potentiel humain, il semble que la vision à distance représente une capacité essentielle à explorer, d'autant plus qu'elle fournit des solutions évidentes pour localiser les personnes disparues. L'avenir de la vision à distance pourrait résider dans une meilleure compréhension de son utilisation pratique et de la façon optimale de développer cet ensemble de compétences. L'une des difficultés est que les gens ont tendance à la sensationnaliser. Même certains de mes anciens collègues ont voulu la rendre plus grande ou plus excitante qu'elle ne l'est en y ajoutant des choses ou en faisant des affirmations non étayées par le processus réel. Attention, ça ne veut pas dire que c'est moins que ce que c'est, ça veut juste dire qu'ils ajoutent des fioritures qui, à mon avis, vont à l'encontre de sa démocratisation. Dans les 10 ans, je souhaite que la vision à distance soit mieux acceptée socialement. J'aimerais que plus la pratiquent avec responsabilité. Juste un truc normal, une chose normale que les gens. J'aimerais que l'on considère cela comme une faculté humaine tout à fait normale. Nous devons donc les inciter à soumettre des sessions vérifiables et à l'aveugle sur Social RV. S'ils aident à localiser des personnes disparues ou travaillent pour des milliardaires pour des inventions, ils sont rémunérés 20 000 à 30 000 $. Ayant fait cela pendant 20 ans, ils sont fatigués des sceptiques. Peut-être qu'ils ne veulent pas simplement offrir leur aide par pure bonté, ce qui est parfaitement compréhensible. Nous les rémunérerons équitablement pour qu'ils nous assistent, et tout cela sera pour le bénéfice de l'humanité. Chacun profitera de ces séances, et nous verrons à quel point ces sessions de vision à distance, vérifiables et en aveugle, peuvent être améliorées.
C'est un monde énigmatique et une exploration approfondie de ces cas et de ces personnes entraînées à la vision à distance est impérative pour que la société s'accoutume mieux à cette capacité stupéfiante. Le DMT endogène et l'armine pourraient être des substances clés pour libérer des aptitudes humaines plus dormantes. Il est possible que l'accroissement des ondes gamma cérébrales constatées via l'ayahuasca et la stimulation soit crucial pour accéder à ce vaste champ d'informations. Les microtubules pourraient constituer l'interface fondamentale entre le corps et le monde quantique imperceptible. Le cerveau pourrait très bien interagir en permanence avec le champ de point zéro en arrière-plan qui contient toutes les informations et possibilités. Il pourrait s'agir d'un moment clé pour éduquer et éveiller l'humanité à la richesse insoupçonnée qui se cache juste sous la surface de notre potentiel humain. Ce qui a déjà été perdu sera dorénavant retrouvé. Vous me voyez bien? Est-ce que mon image est nette? Oh, assez de théorie maintenant. Vous participerez à une courte expérience d'1 minute de vision à distance. Prenez un stylo et du papier pour dessiner. Ne faites pas cet exercice en conduisant ou en utilisant des machines. Votre corps doit être assis ou allongé dans un environnement détendu et sûr. Nous avons choisi un objet cible, un objet intéressant et inhabituel qui sera dévoilé à la toute fin du générique. Maintenant, fermez les yeux et apaisez votre esprit en inspirant profondément par le nez et en expirant par la bouche. Encore une fois, inspirez profondément par le nez, mais cette fois, retenez votre souffle. Et maintenant, expirez lentement. Décrivez les images fragmentaires qui vous apparaissent. Quelles pensées surprenantes vous viennent? Est-ce une personne, un lieu ou une chose? Est-ce entouré de terre ferme ou d'eau? Des odeurs, des goûts, une température? Notez et dessinez toutes les impressions qui vous viennent, sans chercher à vous corriger. Imaginez-vous à des centaines de mètres au-dessus, regardant l'objet cible d'en haut. Souvent, les premières impressions sont les plus justes. C'est comme si vous vous connectiez au champ d'infos. Cela n'a absolument aucun sens, mais ce n'est pas nécessaire. Continuez à esquisser l'objet jusqu'à la fin du dessin. Vous verrez alors si vous avez atteint la cible qui sera dévoilée à la fin du générique. Merci d'avoir participé à cet exercice de vision à distance libre.